Bienvenue dans le 23h. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La session ordinaire 2019 du Sénat s'ouvre le jeudi 11 avril prochain. Les travaux vont se tenir à Yamoussoukro. Avant l'heure, les 33 nouveaux sénateurs nommés le 3 avril dernier ont officiellement pris fonction ce lundi. 50 ex-migrants ont été formés et insérés dans le tissu socio-économique dans la région de Nanyébi-Tiassa. Cela grâce à un projet sous-régional de l'Organisation internationale pour les migrations, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Et puis, des passeports britanniques ne présentant pas la mention Union européenne ont été mis en circulation depuis le 30 mars dernier. Cela bien que le Brexit, initialement prévu le 29 mars, ne soit pas encore concrétisé. Bienvenue dans votre édition. La session ordinaire 2019 du Sénat s'ouvre le jeudi 11 avril prochain. Les travaux vont se dérouler à Yamoussoukro. Ce sera en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant l'heure, les 33 nouveaux sénateurs nommés le 3 avril dernier ont officiellement pris fonction ce lundi. Mahama Traoré. Des hommes et des femmes d'expérience au service de la deuxième chambre du Parlement. Les 33 nouveaux sénateurs ont effectivement pris fonction ce lundi en recevant chacun des mains du président de l'institution, un exemplaire de la Constitution, du règlement du Sénat, une écharpe et des épinglettes. C'est l'expérience que nous allons pouvoir apporter. Nous allons lire les lois de la Côte d'Ivoire et nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution. Nous prenons l'engagement qui doit être collectif de mériter cette confiance qui est placée en nous. Mon expérience de la société civile et mon expérience professionnelle, je compte la mettre au service du Sénat. Nous avons pleine conscience de la mission, de la tâche qui nous attend. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Le ministre chargé des relations avec les institutions est venu faire le constat de l'entrée en fonction des 33 nouveaux sénateurs. Je ne doute pas que ce Sénat, bien que jeune, fera un travail d'adulte au regard de l'expérience que vous lui apporterez. Les 33 nouveaux sénateurs ont été nommés par le président de la République en respect de l'article 87 de la Constitution. Le Sénat affiche désormais complet avec 99 sénateurs. Vos qualités professionnelles, vos expertises variées et votre sens élevé du devoir sont indéniables comme l'attestent vos états de service. Le Sénat s'enrichit de votre nomination car en chacune et en chacun de vous réside une part de l'intelligence de la nation ivoirienne. Je suis pleinement rassuré et confiant de la présence parmi nous de brillants experts de l'administration, de la diplomatie, de la finance, de la culture, de la presse, de la société civile. Avec un Sénat au complet, Jeannot Kouadio Aoussou espère la formation prochaine des groupes parlementaires en vue de la mise en place du bureau de l'institution. Il a également informé les nouveaux sénateurs de l'ouverture ce jeudi 11 avril de la session ordinaire 2019 du Sénat. Elle aura lieu à Yamoussoukro en présence du président Alassane Ouattara. Saison de pluie rime bien souvent et malheureusement avec inondations et dégâts considérables. Aussi, le gouvernement multiplie les actions en vue d'amoindrir les dégâts. Et bien, ce lundi matin, au quartier Fanny, cité Béni, c'est dans la commune de Yopougon, l'Office national de l'assainissement et du drainage a procédé au déguerpissement de des populations installées dans une cuvette de rétention d'eau pluviale. C'est ce que nous explique Grace Kando. Cet engin marque le démarrage de cette opération de déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Béni, dans la commune de Yopougon. Le site nous a été vendu par les chefs du village Agban-Atier. C'est le vendredi qu'on a reçu la mise en demeure de partir sans délai. Donc nous, on a fait une réunion avec tous les villageois. Et puis aujourd'hui, on a envoyé une délégation au plateau pour aller rencontrer ceux qui nous envoyaient les papiers là. Pendant qu'ils sont là-bas, on apprend que les machines sont là. On n'a pas eu le temps d'avoir un autre site de recasement. On ne sait pas où il faut aller, les enfants. On est avec les enfants ici, ils vont à l'école. On est dans le quartier, ça va, mais s'ils ont cassé vraiment, on ne sait pas où il faut aller. C'est même pas où il faut mettre la tête.
Selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, ces populations sont installées dans une zone inondable du barrage écrêteur du Banco, une cuvette de rétention des eaux pluviales. Un barrage écrêteur, c'est un ouvrage qui est construit pour contrôler les débits de l'eau, pour éviter les dégâts en aval. Donc le barrage est construit à la lisière de la forêt du Banco et dans son fonctionnement normal, il est fait pour arrêter l'eau et créer une zone d'inondation en amont. Et ce quartier est situé dans la zone qui est censée être inondée dans le fonctionnement du barrage. Si la zone est inondée, c'est eux qui seront inondés, donc c'est en premier lieu pour les protéger. Des actions similaires seront menées dans d'autres communes du district d'Abidjan, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour éviter des dégâts en cette saison des pluies qui s'annonce. Gestion des catastrophes en saison pluvieuse, on en parle encore. Pour prévenir les risques d'inondation, les acteurs de la cellule de crise se forment. Il s'agit notamment des agents de la police nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires et autres agents des mairies. Objectif, mieux comprendre le lexique des bulletins de prévision, et c'est à l'initiative de l'Office national de la protection civile en partenariat avec la Sodexam. Salima Toudia. Atténuer les inondations, éviter les difficultés antérieures et surtout enregistrer 0 mort en saison pluvieuse grâce en partie aux données météorologiques. Voilà ce qui explique la formation des acteurs de la cellule de crise par la Société d'exploitation de développement aéroportier aéronautique Météo Sodexam en partenariat avec l'Office national de la protection civile ONPC. Tous ces acteurs ont besoin d'être sensibilisés sur les bulletins que nous allons leur apporter, afin qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de ces bulletins-là pour une meilleure intervention sur le terrain. À partir des données de la Sodexam, nous essayons de sensibiliser la population sur ce qui va arriver, les précautions à prendre, par exemple les risques d'inondation. C'est surtout ça qu'il faut véhiculer auprès de la population pour que tout le monde soit au fait et qu'on ne se laisse pas surprendre. La police nationale, les mairies ou encore le groupement des sapeurs-pompiers, acteurs impliqués, ont été entretenus sur l'interprétation des bulletins risque inondation et alerte météo. C'est un vocabulaire assez lisible pour tout le monde, je pense. Il s'agit des couleurs, des informations très simples. Je pense que ce sera facile à distiller comme information. On a un canal par lequel on informe les populations, par le canal de notre radio locale. Donc je pense que l'information va se faire au plus vite. Nous pensons que l'atelier vient à point nommé. La formation qu'on reçoit maintenant va nous permettre donc de mieux cerner donc, les termes de la météo avec l'ONPC, la police nationale et toutes les forces. Nous envisageons donc certaines mesures sécuritaires pour les populations. Comme l'année dernière, nous sommes intervenus pour aider les sinistrés, les populations. Des messages d'alerte risque inondation devront être envoyés aux populations situées dans les zones à risque. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes multiplie, lui, les rencontres dans le cadre du PSGouv, entendez, programme social du gouvernement. Un des pans du dit programme, eh bien, c'est la création de 500 000 emplois d'ici à 2020. Dans sa quête de solutions pour les emplois décents, donc au profit de la jeunesse ivoirienne, le ministre Mamadou Touré a rencontré les dirigeants du secteur privé. Compte rendu, Walter Amadou Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes rencontre le secteur privé. 2 étapes au cœur de cette séance de travail. D'abord, la présentation du tableau d'objectifs qui vise la création de 500 000 emplois, ensuite les échanges. Pour le ministre Mamadou Touré, il est important d'associer les acteurs du secteur privé dans la recherche des solutions pour des emplois nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons plusieurs centaines de milliers de jeunes à traiter les 2 prochaines années et cela est impossible s'il n'y a pas une implication pleine et entière des entreprises privées. La Chambre de commerce et d'industrie libanaise, la Chambre de commerce de Chine ainsi qu'une représentation tunisienne sont entre autres des membres du secteur privé qui ont pris part à cette rencontre. Les échanges ont permis de rapprocher les points de vue sur la question de la création d'emplois. Des points de vue qui affirment le soutien au ministre. D'accompagner en nombre d'offrir les emplois, les stages, l'expertise. On a un devoir citoyen
et il faudra qu'on crée des emplois. La Chambre de commerce chinoise va amener les expériences de la formation professionnelle de Chine pour aider à former les jeunes Ivoiriens. On a pratiquement 58 entreprises tunisiennes qui sont implantées en Côte d'Ivoire. Ça fait de la création de l'emploi qui accompagne aussi l'exportation. Des Ivoiriens qui sont formés en Tunisie, qui vont être recrutés aussi. À la fin de la présente rencontre, une autre date a été fixée. Prévue pour le 26 avril 2019, elle permettra à chaque dirigeant du secteur privé de faire des propositions concrètes en termes de capacité d'accueil par entreprise relatives aux formations, aux stages et aux emplois disponibles. Et on reste avec Walter Amadou Ouattara pour parler de lutte contre l'immigration clandestine. Leurs malheureuses expériences seront bientôt que de mauvais souvenirs. Ces 50 ex-migrants qui ont donc été formés et insérés dans le tissu socio-économique, cela dans la région de l'Agnébi et Tiassa, ce grâce à un projet sous-régional de l'Organisation internationale pour les migrations, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Notez qu'en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 3800 migrants qui sont revenus depuis 2017 et au moins 500 ex-migrants ont bénéficié de projets. Yves est un ex-migrant. Avec son épouse, ils ont tenté d'immigrer en Europe en passant par la Tunisie. En leur possession, un budget de plus d'1 million de francs CFA. C'était toute l'économie du couple. Immigrer par la Libye et passer par la mer, la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est ainsi que je me suis retrouvé en Tunisie. Et là-bas, j'ai pensé que la vie était facile, j'allais rapidement avoir un chemin pour booster pour l'Europe. Or, arrivé là-bas, le prix des passeurs qu'ils avaient fixé était élevé. Madame et moi, réunis, il fallait 6 000 €, soit l'équivalence de 12 000 dinars quand on arrivait. Et on a travaillé, on n'a pas pu avoir cette somme-là. Donc, on a essayé de rebousser chemin. Et vu tout ce que aussi nous, on voyait sur les réseaux sociaux avec tous ces morts en mer, ça nous a découragés quelque part. Yves, ancien vigile avec un revenu mensuel de 70 000 francs CFA avant son départ, n'est pas un cas isolé. Madikan, titulaire d'un BTS en commerce, a tout abandonné pour l'aventure par la mer. Le bateau qui la transportait a fait naufrage. Madikan a eu plus de chance que sa meilleure amie, une commerçante. Elle a eu le bac. Après le bac, elle s'est lancée dans le domaine du commerce. Après, comment c'est le jeton qu'elle a eu, elle a pris pour partir à l'aventure et elle est restée là. Dès qu'elle est arrivée en Libye, 1 semaine, 2 semaines, j'ai été kidnappée. Les Asma et Bob qui ont attaqué la maison, ils ont pris tous les garçons, ils ont pris les filles. On nous envoyait dans un coin où ils avaient dit si on ne paye pas l'argent, ils allaient nous tuer. Chacun a appelé ses parents pour payer une très grande somme pour être libéré. Désabusés, ces malheureux candidats à l'immigration ont rebroussé chemin. Pour la majorité, le retour a été facilité et assuré par l'État de Côte d'Ivoire. Yves et Madikan, 2 ex-migrants, font partie d'un groupe de 50 jeunes Ivoiriens qui ont été sélectionnés par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Ils ont aujourd'hui une seconde chance d'insertion dans le tissu socio-économique. Ça se passe très bien. Quand je suis arrivée au pays, un jeudi, un mardi, on m'a appelé pour l'école des Aïeux pour une formation. Ça a été tellement rapide, je n'ai même pas galéré. Nous sommes spécialisés en pépinière de cacao. Les pépinières, ça rapporte, que ce soit cacao, que ce soit banane, que ce soit palmier à huile. Des investissements de 6 millions. 6 millions, après les dépenses et la vente, nous avons réalisé un bénéfice de 13 millions. Donc vous voyez la différence, la marge qu'il y a. Moi, franchement, je regrette parce que je suis partie avec une copine qui ne vit pas aujourd'hui. Donc, je ne conseille pas du tout aux Africains de tenter l'aventure sur la mer. C'est très dangereux. Il y a de l'espoir pour nous parce qu'aujourd'hui, il y a des flemmes implantées en notre nom. Nous avons commencé à travailler pour telle sorte que demain, on puisse avoir un lendemain meilleur et exhorter aussi nos amis à être des ambassadeurs auprès de nos amis qui tentent cette aventure périleuse en mer, de dire que l'Eldorado, c'est chez toi et on est mieux que chez soi. Grâce à l'initiative Fonds fiduciaire de l'Union européenne
pour la protection et la réintégration des migrants en Côte d'Ivoire, piloté par l'OIM et le groupe École de ZIAE. Ces 50 jeunes ex-migrants bénéficient de projets en entrepreneuriat dans le domaine du bâtiment, de la production agricole et animale. Après 6 mois de formation, ils exercent désormais un métier de leur choix à Azagué-Awa, dans la région de l'Aniébi-Tiassa. Je dis merci ici à l'État du Côte d'Ivoire, à l'Agence Emploi Jeunes. Et c'est là-bas que l'OIM nous a découvert. On avait en charge de former 50 migrants dans 2 secteurs d'activité, l'agriculture et le bâtiment. La suite, ils ont un métier. La suite, ils ont des kits, ils ont des fermes. Ce sont des entrepreneurs. Donc nous sommes l'école des entrepreneurs. On avait un défi à relever et 6 mois après, je pense qu'on a réussi à transformer leur mentalité. Le coût global du projet, c'est près de 70 millions. Chers jeunes, j'en ai vu beaucoup d'entre vous à la descente de l'avion à l'aéroport d'Abidjan. Et je dois dire, vous êtes transformés. Ceux que j'ai vus aujourd'hui sont des entrepreneurs motivés, optimistes, spécialistes, vraiment bravo. Donner envie à d'autres, qu'ils soient partis ou non, de s'investir, de se former et de se saper. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts, faisant d'elle la voie maritime la plus meurtrière pour les migrants, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Ces chiffres devraient interpeller et décourager les nouveaux candidats à l'immigration clandestine. Violence en milieu scolaire également dans l'actualité ce soir. Le préfet d'Abidjan a rencontré les parents d'élèves et autres enseignants pour aborder le sujet. La rencontre était l'occasion pour Vincent Toubi-Irié d'insister sur la responsabilité des parents. Il a également attiré leur attention sur l'usage d'armes blanches à l'école. On retrouve Grace Kando. Bagarre entre élèves, forces de l'ordre et enseignants, objet d'agression de la part des élèves, armes blanches souvent retrouvées dans les cartables, des pratiques que veut proscrire le préfet d'Abidjan à travers cette rencontre de sensibilisation sur le changement de comportement. Les élèves blessent les élèves, ils s'attaquent aux forces de l'ordre et c'est un comportement civique qui peut avoir des répercussions sur la vie de notre nation aujourd'hui et demain. Donc nous avons appelé les parents. L'État joue son rôle régalien d'apporter l'éducation et d'éduquer tous les enfants de notre pays. Mais les familles doivent jouer leur rôle d'encadrer les enfants. Il est inacceptable d'avoir des armes dans leur sac, des objets dangereux qui peuvent porter la mort. Donc on demande aux parents de jouer leur rôle de contrôle de leurs enfants, de conseil de leurs enfants, pour pouvoir aider l'action de l'État. C'est une action combinée qui peut nous permettre de fournir une éducation de qualité. Enseignants et parents d'élèves s'engagent en faveur d'une sensibilisation plus accrue en vue d'un changement de mentalité. Les enseignants, les encadreurs se sentent souvent abandonnés par les parents d'élèves. Lorsque nous sommes pris à partie par les enfants, les parents d'élèves sont presque absents. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est pour cela que nous devons réunir encore de nouveau les parents d'élèves et leur dire qu'il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils se disent que le péril est à la demeure. Pour mieux éduquer les enfants, il faut d'abord que la communication passe entre les enseignants, les parents d'élèves et ceux qui gèrent l'école. On ne doit pas arrêter de donner des conseils à l'enfant. Ton enfant, tu sais qu'avant 20h, il doit être à la maison. S'il vient à la maison à 1h déjà qui a dépassé 20h, il faut lui poser la question. Tu dois le fouiller même d'abord. Un film retraçant les actes de vandalisme et d'agression perpétrés par les élèves a été projeté au cours de cette rencontre de sensibilisation initiée par le préfet d'Abidjan. Des petites et moyennes entreprises renforcent leurs capacités pour plus de compétitivité. Une cinquantaine de responsables de PME ont bénéficié mercredi dernier, ici, dans la commune de Cocody, d'une formation sur les outils digitaux et leur importance dans la conquête des parts de marché. Masterclass initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME, et c'est avec Jean-Louis Gbangbo qu'on en parle. Nicole Adon est manager d'une PME dans la pâtisserie. Son voisin David Logbon, lui, est gérant d'une entreprise qui œuvre dans le tourisme et l'hôtellerie.
Comme l'ensemble des participants à cette session de formation, ils veulent s'appuyer sur la révolution du digital pour faire croître leur chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de promouvoir les fruits et les produits locaux à travers nos créations. Voilà. Donc aujourd'hui, nous participons à cette masterclass parce que nous savons que de plus en plus de personnes sont connectées et nous voulons avoir des solutions qui vont nous permettre de booster notre activité et de la faire connaître par les populations ivoiriennes. Nous avons la capacité aujourd'hui de nous faire payer directement par la digitalisation. Seulement ce que nous attendons de cette formation aujourd'hui, c'est de nous donner vraiment des outils et de nous donner encore des perspectives pour mieux vendre et être compétitifs. Les PME ont perçu les avantages économiques de la transformation digitale de leurs entreprises. Les initiateurs de la session, eux, s'attellent à leur donner les outils et la formation nécessaires. Les chiffres au niveau international montrent que sur une période de 10 ans, la digitalisation des processus d'affaires est capable de multiplier par 228% votre chiffre d'affaires. Et donc l'objectif aujourd'hui de la masterclass ce matin avec les PME ivoiriennes, dans un premier temps de les sensibiliser sur ce que c'est que la digitalisation, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, pour attendre engouement, et par la suite déjà commencer à les donner avec nos partenaires d'affaires des premiers instruments, des premiers outils pour que les PME ivoiriennes embarquent. Selon une étude récente, les revenus annuels mondiaux tirés de la mise en œuvre de logiciels d'intelligence artificielle passeront de 1 000 milliards de dollars à 60 000 milliards de dollars entre 2016 et 2026. Les lauréats ivoiriens du FESPACO 2019 récompensés par le ministre de la Culture et de la Francophonie. 5 millions de francs CFA pour saluer le mérite de ces cinéastes primés à Ouagadougou. Et à l'occasion, le ministre Maurice Kwaku Bondama a insisté sur la formation au métier du cinéma. Serge Colère. Les cinéastes ivoiriens invités à plus de rigueur et de professionnalisme dans la réalisation de leurs œuvres. Écriture du scénario, thèmes abordés, jeu des acteurs, direction photographique, autant d'éléments de base très souvent mal maîtrisés selon le ministre Maurice Bondama. Désormais, le ministère de la Culture et de la Francophonie consacrera une bonne partie du fonds de soutien à l'industrie cinématographique à la formation. Quant aux films à financer, ils le seront sur la base d'un projet cinématographique cohérent et bien écrit. Le président du FONSIC a été instruit dans ce sens. Nous avons été instruits pour orienter les ressources et les moyens qui sont dédiés au cinéma, à la formation et aux espaces de diffusion. La vision que le ministre projette désormais dans cette étape que nous abordons pour le cinéma, c'est de rappeler à nos jeunes réalisateurs qui sont dans un monde en compétition. Il y a des pays qui émergent, leurs collègues de même génération qu'eux émergent. Il faut qu'ils se forment. Cette rencontre était dédiée aux lauréats ivoiriens du FESPACO. Meliou Akré, Boris Oué et Marcel Lassagné, les plus méritants, ont reçu chacun 1 million de francs CFA. C'est vraiment la première fois que des primés au Festival de cinéma sont primés par la nation. Donc on dit merci au président de la République, merci au ministre de la Culture et à toute son équipe. Et en tout cas, on a reçu une très belle leçon aujourd'hui. La rencontre a été un peu comme une masterclass. On a été vraiment exhorté sur l'humilité et la volonté d'apprendre et de continuer à faire des productions de qualité qui valorisent l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Au total, 5 millions de francs CFA offerts à de jeunes réalisateurs et étudiants qui se sont distingués à Ouagadougou. On parle politique à présent. Le RHDP enregistre plusieurs nouvelles entrées en tout cas. 1200 militants des partis de l'opposition et ceux du PDCI qui adhèrent donc au RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. La raison de leur adhésion au RHDP expliquée au cours d'une cérémonie, c'était à Guitry. On y va tout de suite avec Mamadou Kouassi. Ils militaient anciennement dans l'opposition et surtout au PDCI-RDA. Au nombre de 1200, ils font aujourd'hui leur entrée officielle au RHDP à travers le mouvement sur les traces d'Oufoboni. À la tête de ces militants, le délégué départemental du PDCI-RDA de Guitry et la présidente des femmes. Une adhésion justifiée par le projet de développement dont bénéficie leur département. Pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre pays et surtout de notre région, nous avons décidé de nous ranger aux côtés du président Alassane Ouattara. Désormais, nous sommes RHDP. Venez dans
le bonheur, ne restez pas dans le noir. Parce qu'à l'heure que moi je suis venu à Guitry, il n'y avait pas de courant à Guitry. Mais regardez aujourd'hui où nous sommes. On va à Divo sans problème. Une adhésion saluée par le député maire de Guitry, Patricia Yao Sylvie. Pour elle, ces 1200 nouveaux militants constituent la première vague d'adhésion au RHDP. Si quelqu'un dit mais pourquoi tu vas au RHDP, il faut dire que c'est pour le développement de Guitry. C'est pour mon développement. Je vais au marché. S'il n'y a pas de route, je fais comment pour aller chercher mes produits. Je vous exhorte à vous mettre en mission à compter d'aujourd'hui, où vous êtes reconnus officiellement membre de la grande famille du RHDP, comme vous-même les messagers du RHDP. Allez en mission pour convaincre tous ceux qui hésitent encore. Dites-leur de venir au RHDP pour qu'ensemble on bâtisse le Guitry nouveau dont nous parlons. Pour qu'on construise un Guitry où il faut bien vivre. Un Guitry où il y a le bonheur et la prospérité. Représentant le ministre Bénin Kwasi Adjoumani, président du mouvement sur les traces du Faux-Boigny, le député de Dabou, Hilaire Miledj, félicite les nouveaux militants du RHDP pour leur engagement. Belmont Dogbo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, invite pour sa part les nouveaux militants à investir le terrain pour prôner la paix et la cohésion. Vous venez d'entrer dans cette grande famille, la famille de paix. Nous vous disons encore. Nous vous mettons en mission. Allez dans les amours, dans les campements, dans les villages, dans la ville, et dites à nos frères que la porte du RHDP est grande ouverte. Que la politique du président Alassane est une politique de paix. D'autres mouvements d'adhésion sont annoncés dans le département de Guitry, avec pour objectif principal les échéances de 2020. On se rend à présent à Dieukwé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour des échos de la rentrée politique du mouvement Force 2015. Ce sont 84 coordinations qui se sont mobilisées à l'occasion. C'est ce que nous rapporte Konaté Moussa. Ils sont tous venus des 84 coordinations du mouvement Force 2015 pour cette rentrée politique. Les militants du RHDP de Dieukwé ont également répondu à l'appel de Charles Niaouri à ce premier grand rendez-vous de l'année 2019 de Force 2015 sur le thème « Quel apport des mouvements et associations de soutien pour la victoire du RHDP en 2020 ?» Le président de Force 2015 a appelé les populations à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Et nous sommes venus dire aux populations que l'espoir est là. L'espoir, c'est le président Alassane Ouattara et sa vision. L'espoir, c'est le président Alassane Ouattara et ses actions de développement qui touchent toutes les localités, toutes les contrées du pays. Et que donc chacun de nous devrait se mobiliser autour du chef de l'État et du RHDP et faire donc le travail qui nous incombe, c'est-à-dire construire une nation émergente, construire une nation développée avec le RHDP et Alassane Ouattara. La rentrée politique de Force 2015 à Dieukwé a vu la participation du patriarche Vléi Vincent, chef de canton de Dieukwé, et de l'ensemble des chefs de communauté. Tous ont salué les messages de paix et de cohésion prononcés par Charles Niaouri, le président de Force 2015. On évoque à présent ce coup de filet de la police nationale. Les ravisseurs d'une fillette de 3 ans, désormais hors d'état de nuire, ils ont été mis aux arrêts. Les explications de Éric Goré. Ce véhicule immobilisé dans l'enceinte de la police criminelle a servi à 6 individus de prendre en otage une fillette de 3 ans pendant 3 jours. En complicité avec le chauffeur chargé de déposer quotidiennement la petite fille à l'école. Mon patron m'a dit on n'a qu'à enlever l'enfant de notre patronne. Voilà, pour un rituel. Donc j'ai accepté. Mais moi j'ai nourri. Moi, mon idée, sacrifier un enfant, ce n'était pas moi mon truc. Donc, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, on va prendre l'enfant comme un enlèvement maintenant. Le chauffeur aussi est dedans. Le chauffeur aussi est dedans. Il n'est pas trop coopérant. Puisque j'étais derrière la voiture, la RAV4, j'ai pris la corde pour l'étrangler. Ce groupe de ravisseurs était composé de marabouts, d'ouvriers, de gérants de cyber et du chauffeur indélicat qui a perdu la vie au cours de cette opération. Après leur arrestation, ces prévenus sont passés aux aveux en attendant d'être transférés au parquet d'Abidjan.
Et l'actualité internationale de ce lundi est dominée par la formation du nouveau gouvernement au Sénégal, la circulation au Royaume-Uni de passeports sans la mention de l'Union européenne et aux États-Unis par le limogeage de la ministre de la Sécurité intérieure. Au Sénégal, Macky Sall, fraîchement investi pour un second mandat, a procédé à la nomination du gouvernement. Il compte 32 ministres. Dans la dynamique d'assurer l'efficacité des réformes entamées dans le pays, 7 ministères ont été supprimés. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a annoncé le passage des colonies israéliennes situées en Cisjordanie sous la souveraineté d'Israël. Selon Netanyahou, cette annexion sera mise en œuvre en cas de victoire aux législatives. Le scrutin est annoncé pour le 9 avril prochain. Des passeports britanniques ne présentant pas la mention Union européenne sont en circulation depuis le 30 mars dernier. Ils ont été délivrés le lendemain du jour où le Royaume-Uni devait officiellement sortir de l'Union européenne. Cette semaine, les 27 pays d'Europe doivent se prononcer sur les termes de désaccord du Brexit. Aux États-Unis, Donald Trump a limogé son ministre de la Sécurité intérieure. L'information a été donnée à Nielsen alors qu'elle était convoquée à la Maison-Blanche. Elle aura passé moins de 2 ans à la tête du ministère. Voilà, un point de Soro Wodjontelehe et de Alexis Ouedraogo qui donc met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.